quelles seraient les nouvelles voies, les nouvelles pistes en termes de réflexion éthique de cette économie réconciliée avec l'écologie, de cette économie qui fonctionnerait en harmonie, en symbiose avec la biosphère. Et donc il y a un certain nombre de pistes qu'on avait envie d'éclairer ensemble. Alors la première, et la grande question qui nous est posée aujourd'hui, c'est finalement de rebâtir une prospérité. Alors prospérité, ça vient de ces deux mots, prospero. Et alors ce qui est intéressant, c'est quand on s'intéresse un peu à l'origine des mots, on retrouve le vrai sens de ce mot-là. Et en fait, la croyance, pour reprendre un des termes de ce matin, et ça fait écho d'ailleurs à des choses que j'ai entendues dans les restitutions de cet atelier de déconstruction, c'est qu'on est prospère quand on a accumulé beaucoup de biens, et donc on est riche au sens classique du terme. Et en fait, l'étymologie prospero, c'est être capable de se projeter dans l'avenir. Donc c'est être capable de faire des projets, c'est être capable d'avoir confiance, c'est être capable d'avancer vers l'avenir. Et ça fait écho un peu au contraire d'ailleurs, c'est ce que disait souvent Jacques Weber, c'est que Jacques Weber disait la pauvreté, c'est de ne pas être capable de penser et de préparer son avenir. Et la misère d'ailleurs, c'est de ne même pas être capable de maîtriser son présent. Et la prospérité, c'est ça. Et aujourd'hui, on est dans une situation où finalement notre civilisation occidentale, en tout cas dans les pays dans lesquels on a la chance de vivre, on a accumulé beaucoup de biens, on est très riche en termes monétaires, on est très riche en termes de capitaux, mais on n'a pas confiance en l'avenir. Et donc la vraie question, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas retrouver des pistes à travers l'économie qui nous permettent de retrouver ces dynamiques de prospérité. Et alors pour avancer, en fait, il y a quelques questions qu'on peut se poser comme ça. J'aime beaucoup cette image, c'est Hubert Reeves qui me l'a donnée. Et ces quelques petits mots-clés que je voudrais vous proposer, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous n'avons pas tenu compte et nous n'avons pas appris cette grammaire du vivant, mais qui est aussi quelque part une grammaire de la physique, d'un certain nombre de lois fondamentales. Et ce n'est pas elles qui vont se plier à nos désirs, c'est plutôt nous qui devons nous adapter à ces lois-là. Et on va y retrouver des choses comme par exemple les lois de la thermodynamique. Alors ceux qui sont venus il y a quelques années, on avait François Rodier, qui est vraiment un des grands spécialistes de la thermodynamique. Et on sait tous qu'en thermodynamique, il y a une flèche du temps pour tout ce qui concerne l'énergie qui est irréversible. C'est-à-dire qu'autant on peut imaginer en économie circulaire, par exemple, de recycler nos matériaux, de recycler des métaux, de recycler du verre, de recycler des matières plastiques. Mais pour ça, il faut consommer de l'énergie. Et l'énergie, elle n'est pas recyclable. L'énergie, quand elle a été consommée, elle passe d'un état concentré, disponible, à un état dispersé. Et elle est plus mobilisable pour notre économie. Donc ça, c'est vraiment la vraie limite de l'économie circulaire. Et si on n'a pas une approche systémique, et si on n'est pas capable d'ancrer l'économie circulaire dans les réalités de la biosphère, dans les réalités de la physique, à un moment donné, on arrivera quand même au mur. Donc il faut être capable de dépasser ça et de se dire comment on peut créer de la valeur autrement. Le deuxième point, c'est une question de sémantique, là aussi. Le mot complexité, alors je l'ai d'ailleurs entendu dans quelques présentations et dans quelques restitutions ce matin. Et alors je me bats pour dire que quand on dit que l'administration est complexe, non, arrêtez de dire ça, l'administration c'est compliqué. Et quand un système est figé, quand un système ne bouge pas, c'est qu'il est compliqué. Quand un système est complexe, au contraire, il avance, il est dynamique, il foisonne, et il produit énormément. Et en fait, sans complexité, il n'y a pas de vie. Et il faut absolument arriver à associer quelque chose de positif, quelque chose de séduisant à cette notion de complexité. C'est le moteur du vivant, c'est le moteur de l'évolution, c'est le moteur de la créativité. Et si nos sociétés sont de plus en plus complexes, j'allais dire super, c'est une excellente nouvelle. Si notre économie est de plus en plus complexe, parfait, elle va se rapprocher du vivant par ces moyens-là. Et la biodiversité, elle est complexe par nature et elle le restera toujours. Et si on reste dans nos schémas simplistes, c'est là qu'on n'arrivera pas à retrouver cette harmonie avec le vivant. Et enfin, le dernier point, et qui est vraiment le corollaire de la complexité, c'est une conséquence d'ailleurs de la complexité, c'est ce qu'on appelle l'émergence. Et alors l'émergence, c'est un truc formidable aussi, ça veut dire tout simplement que le tout est plus que la somme des parties. Et quand je vous ai entendu ce matin, quand je vous ai vu fonctionner, je me dis, il y a super, il y a quelque chose qui émerge ici, il y a cette intelligence collective, il y a cette dynamique de créativité, il y a ce foisonnement qui vient du croisement des regards, de cette approche pluridisciplinaire que vous avez. Là, on est dans l'émergence. Mais l'émergence, c'est aussi, voilà, ce que répète Gauthier, ce que répète Marine, c'est qu'un écosystème, c'est pas juste une addition d'espèces, d'individus, c'est d'abord des interactions entre ces espèces et ces individus. Le corps que vous formez, l'enveloppe corporelle, qui abrite d'ailleurs 10 fois plus de cellules non humaines que de cellules humaines, c'est un système émergent aussi, vous êtes bien plus que l'addition de cellules, de noyaux, de bactéries, etc. Donc voilà, il y a une véritable richesse qu'on peut aller chercher dans tout ça. Et alors, je vais finir par deux images. C'est comment finalement on peut essayer d'avancer
en prenant compte de ces paramètres-là, je vous donne un exemple, c'est que la complexité, en fait, on est tous câblés intuitivement pour naviguer dans la complexité, et pour nous, c'est naturel, sauf qu'on l'a oublié. Qu'est-ce qu'elle fait, cette jeune femme? Elle va au vélo, elle fait du vélo, elle va en vélo quelque part, d'un endroit à un autre, elle pédale, etc. Oui, peut-être, au sens strict, mais en fait, elle navigue dans la complexité. Vous prenez votre bicyclette le matin pour aller d'un endroit à un autre, peut surgir n'importe quoi à tout moment, un piéton qui traverse, un bus qui tourne à droite, etc. Vous anticipez, vous regardez, vous savez où vous allez, mais vous n'y pensez pas à chaque instant, sinon vous n'y arrivez plus. Si vous deviez en plus maîtriser les mathématiques extrêmement complexes, pour le coup, de l'équilibre et de la cinétique à bicyclette, ça tient en 2 volumes épais comme ça, donc vous n'y arriverez pas non plus. Donc ce sont des choses qu'on fait intuitivement comme ça. On est câblé naturellement pour naviguer dans la complexité. Et il faut retrouver cette capacité-là, avoir confiance en nous-mêmes et avoir confiance dans le collectif émergent que nous formons aussi les uns avec les autres. Et ce collectif doit retrouver cette spontanéité dans la navigation vers la complexité. Et alors je voudrais vous donner une petite citation, mais vous inquiétez pas, on ne va pas tout lire. Mais par contre, si je vous dis juste qu'est-ce qui est écrit en italique là, maître et possesseur de la nature, qui peut me dire? Il y a au moins 5 ou 6 personnes ici qui peuvent me dire Descartes, voilà, absolument. Oui, d'autres qui le savaient. Mais effectivement, c'est dans le discours de la méthode. Alors, j'ai pas la date s'affiche pas. On est à la fin du XVe siècle, si je ne m'abuse, pour être à peu près précis. On considère que le discours de la méthode, les historiens aujourd'hui disent, c'est un des actes fondateurs de la modernité. Or, la modernité, à cette époque, ça voulait dire s'affranchir des caprices du hasard. C'était une démarche transcendantale, s'affranchir des caprices de la nature. Alors pourquoi? Ça s'explique complètement dans ce contexte-là. Et c'était naturel qu'on arrive à ce raisonnement-là. À l'époque, on était au petit âge glaciaire en Europe, à une époque où les rendements agricoles étaient épouvantables. Donc la population souffrait de famine régulièrement. On avait des grandes épidémies récurrentes de peste, etc., de lèpre et autres. Et la médecine était complètement balbutiante et était incapable de satisfaire les besoins des populations. Donc l'urgence, c'était par le biais du savoir, par le biais de la maîtrise de la connaissance et donc de la technologie, d'arriver à dépasser ces caprices de nature, d'où cette notion de transcendance. Mais le problème, c'est qu'on est rentré dans un espèce de paradigme de la pensée où il fallait à tout prix, effectivement, qu'on domestique le vivant sans cesse. Et cet aspect maître et possesseur de la nature, on voit bien qu'aujourd'hui, on continue à poursuivre cette quête impossible, cette grande aventure, en se disant on va faire de la géo-ingénierie pour réparer le climat, on va avoir des OGM pour doper les rendements agricoles, etc. On va avoir, c'est ce que disait Jean-Michel, effectivement, si les abeilles disparaissent, c'est pas grave, on fera des nanorobots à abeilles qui iront polliniser les plantes. Donc on peut tout imaginer comme ça, et on peut se dire on va remplacer tout ce que fait la nature gratuitement pour nous, par cette dynamique d'émergence et de complexité, par des solutions technologiques. Mais on voit bien que chaque fois qu'on crée une nouvelle solution, en même temps on crée le problème qui va avec. Et puis alors derrière, du coup, il y a du boulot pour les ingénieurs pendant des siècles et des siècles, parce que chaque fois qu'on crée un problème, une solution, on crée un nouveau problème. Mais c'est pas comme ça qu'on retrouvera cette prospérité, cette confiance dans l'avenir, parce qu'au fur et à mesure qu'on crée des nouveaux problèmes, il y a effectivement un climat de méfiance qui s'installe. Et aujourd'hui, on le voit bien, plus personne ne fait confiance à personne. Les salariés n'ont pas confiance dans le patron. Les électeurs n'ont plus confiance dans les élus et du coup s'abstiennent, etc., etc., etc. Vous voyez la dynamique, la spirale dans laquelle on est rentré. Donc il faut qu'on retrouve une certaine spontanéité, une certaine confiance, une certaine agilité. C'est un grand mot-clé, un grand mot valise du moment aussi. Et j'ai remis cette petite image du surfeur. C'est dire, mais finalement, il faut qu'on devienne collectivement des surfeurs à la crête d'une vague comme ça. Et reprenez l'image précédente avec le cycliste, mais voilà, on n'est plus sur un vélo, on est sur une vague aujourd'hui. Reprenez Descartes aussi. Est-ce que le surfeur, il est maître et possesseur de la vague? Absolument pas. Il ne maîtrise ni la puissance, ni la direction, ni la vitesse de la vague. Mais son agilité et tout son savoir-faire, c'est de rester à la surface de la vague le plus longtemps possible. Ça suppose beaucoup d'humilité, ça suppose de reconnaître que je suis tout petit et très faible par rapport à la vague qui me soutient. Et la position de l'humanité par rapport au reste du vivant non humain, c'est ça, c'est d'être un surfeur sur la crête de l'évolution. Et c'est à nous aujourd'hui, le défi qui nous est posé, c'est de rester le plus longtemps possible à la crête de la vague. Et alors si on est arrogant, comme on l'est aujourd'hui, un jour ou l'autre, on sera balayé par ce système évolutif. Si on est agile et humble, on restera longtemps à la crête de la vague et on retrouvera cette prospérité que nous avons perdue depuis quelque temps quand même.